Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un framework d'analyse de fichiers avec deux invités, Alexandre Dulaunoy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Raphaël Vino. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Alexandre, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour celles et ceux qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Alexandre Dulaunoy, je travaille au CERT à Luxembourg qui s'appelle Circle, et je suis responsable du CERT, et je fais aussi de la recherche en sécurité informatique. Raphaël ? Eh bien moi, je suis donc membre de l'équipe avec Alex et je fais beaucoup de développement logiciel. Je suis le développeur principal derrière Pandora. Alors Alexandre, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à développer ce framework ? Eh bien, il y a plusieurs histoires. La première, c'est une collaboration qu'on a avec, depuis pas mal d'années avec le CERT Crédit Agricole, qui a un outil en interne pour faire de l'analyse de documents de façon efficace et rapide, surtout pour vérifier en fait rapidement si les documents étaient malveillants ou pas. Et comme on a déjà travaillé pas mal avec eux sur la partie open source, ce projet nous intéressait aussi au sein du CERT, pour la raison simple, c'est que pas mal d'utilisateurs utilisent des services, par exemple, tiers pour vérifier les documents, comme VirusTotal, par exemple. Mais le problème, c'est qu'ils envoient des documents sensibles sur ce genre de plateforme qui sont partagés avec les antivirus. Et cette problématique-là, qui est une problématique partagée que CERT et Crédit Agricole a, mais que tous les CERT ont, en fait, on a décidé en fait, de travailler ensemble pour pouvoir améliorer l'outil qu'ils avaient en interne et le rendre complètement libre et le rendre open source, et de pouvoir avoir un outil qui peut être installé par tout le monde, et aussi d'avoir un service public que les gens peuvent utiliser à distance. Donc c'est une sorte de VirusTotal en local. Exactement. Donc en fait, c'est un service, donc c'est un logiciel open source qui est composé en fait de plusieurs composants, qui permet en fait d'analyser statiquement des documents, principalement des documents Office. Donc c'est vraiment des documents je dirais du tout venant que pas mal d'entreprises ont, qui reçoivent par email, etc. Donc c'est vraiment pour analyser rapidement un document, pour savoir si ce document est potentiellement malveillant ou réellement malveillant. Mais en effet, vous pouvez le lancer et le faire tourner localement. Tout le composant est open source, donc les gens peuvent l'installer chez eux, dans leur entreprise, au sein de leur entreprise, sans pour autant partager le document avec des tiers. Et comment ça marche exactement ? Ça passe des antivirus dessus ou c'est des outils comme Holodump, des choses comme ça ? En fait, en effet, il y a plusieurs composants. Tu en as mentionné un, Holodump est un des composants. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vérifie les hashes sur certains services, dont par exemple VirusTotal, ce qui nous permet de ne pas tester le document lui-même, mais simplement les hashes. Donc en fait, c'est plusieurs composants. Donc il y a des composants qui sont d'analyse statique, pour les documents spécifiques, etc. Et il y a toute une partie, je crois que Raphaël en parlera un peu tout à l'heure, mais toute une partie de preview qui permet en fait d'extraire du document une prévisualisation qui permet d'évaluer le document et d'éviter en fait que les gens l'ouvrent sur leur machine desktop ou autre. Et donc, comment se passe le process en fait ? La personne reçoit le fichier, ce fichier est réuploadé sur Pandora. Tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Il est en pièce jointe. Tu fais juste un drag and drop. Tu ouvres ton navigateur avec sur ton URL Pandora et tu mets le fichier. Tu fais du drag and drop. Tu glisses dessus. L'analyse se lance. C'est-à-dire que suivant les différents composants que tu vas activer, ça va se mettre à analyser le fichier. Et tu as une preview à côté qui te permet de savoir si c'est un fichier légitime ou pas. Par exemple, si tu reçois beaucoup de sextorsion, tout de suite, tu vas voir que le document, ça va être un mail de sextorsion. S'il a été déjà vu sur différentes plateformes à l'extérieur, ça va être aussi vu. Et l'avantage que tu as, c'est que toutes tes analyses restent vraiment en local. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort de ton réseau. En dehors des haches, voilà. En dehors des haches, mais par contre, tu n'as plus l'erreur potentielle que nous, c'était la condition qu'on avait fait au niveau du CERT Crédit Agricole. Pour lancer ce développement, on en avait ras-le-bol que sans faire exprès, tu avais une analyse qui mettait un document, que ce soit aussi bien dans les équipes de sécurité que chez les utilisateurs, dans VirusTotal, et tu retrouvais tout le document.
Ça, c'était un truc, on a dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la méthode brutale. On bloque au début l'accès à virus total, mais c'est pas acceptable, parce que c'est un service qui est vraiment extraordinaire. Et puis derrière, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une solution, puis on a créé ce SaaS pour nos besoins internes au départ, et on s'est très vite rendu compte que c'était un besoin pour la communauté, et après, on a travaillé avec le Circle sur le sujet. Et ce sont les utilisateurs du CERT qui réalisent cette manip, ou c'est l'utilisateur final qui reçoit le fichier dans sa mailbox? Au sein de notre groupe, ce sont les utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'on a 135 000 utilisateurs. Et en effet, l'interface est vraiment designée pour l'utilisateur final. La version qu'on a en ligne sur Circle, la majorité des utilisateurs sont des utilisateurs finaux. C'est-à-dire que ce sont des citoyens, c'est des gens qui travaillent dans des petites PME, des entreprises, etc., qui n'ont peut-être pas d'office les compétences techniques. Et c'est super important. C'est le fait que l'interface soit super facile à utiliser, le drag and drop, et on a une réponse rapide, avec un gros logo qui dit si le document est malveillant, suspicieux ou sévère, et que ça passe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de composants, et les composants donnent différents paramètres, et lancent des réponses, et suivant les réponses, il y aura une classification du document, s'il est malveillant ou pas. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, le système est complètement modulaire. Si par exemple, tu parlais de lay dump, la technique ne marche plus parce que certains types de documents offusqués ne marchent plus dedans, on peut rajouter des composants complémentaires. Et c'est déjà le cas actuellement, il y a déjà pas mal de composants complémentaires dans le système. C'est un truc que Raphaël a super bien bossé, c'est les workers. Je pense que Raphaël, je vais donner les détails, mais en 10 lignes maximum, tu peux rajouter n'importe quel type d'analyseur externe. Et même si tu connais vraiment rien en Python, c'est du pur bonheur, quoi. Et le c'est ça, l'idée, c'est vraiment... Ouais. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un moyen, une méthode simple de rajouter des modules avec, donc on a du ClamAV par exemple, on a tout ce qui est au lay dump, on a tous les outils d'analyse statique de documents qu'on peut rajouter facilement comme ça à la volée. Les prochains que je rajouterai, ça va être par exemple tout ce qui est les APK, donc tout ce qui est les binaires de Android, pouvoir le balancer directement le fichier dessus et avoir un rapport rapide pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, c'est l'idée de trucs, c'est vraiment complètement modulaire où on puisse rajouter des paramètres qu'on veut pour se connecter à différents outils et avoir un rapport assez rapidement. À terme, on rajoutera des modules pour pouvoir pousser par exemple des URL dans Lookiloo, pour pouvoir avoir des connexions avec différents outils, que ce soit donc de Lookiloo, MISP et ainsi de suite. Oui, parce que le problème de la détection, il est quand même réputé impossible, enfin mathématiquement prouvé comme étant impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas classifier de manière certaine un document comme sain ou malveillant, et les techniques d'obfuscation utilisées par les attaquants sont quand même assez évolutives. Enfin, on a vu un grand retour du XLA, des macros XL4, voire certains formats de fichiers Office un peu moins utilisés comme le Publisher ou des choses comme ça, ou le MS Access. Qu'est-ce que vous gérez pas? Alors, en fait, l'idée, vraiment, la chose à garder en tête, c'est vraiment, on a des utilisateurs qui connaissent pas forcément, qui sont pas forcément très compétents sur qu'est-ce qu'ils reçoivent. Un utilisateur qui reçoit un mail avec un fichier Excel qui contient une macro, qui vient de quelqu'un qu'il connaît pas, ne devrait pas l'ouvrir. Donc, avoir un gros warning, ils récupèrent le fichier, ils le balancent sur Pandora, ils voient un gros warning, on leur dit, vous l'ouvrez pas. Si jamais c'est un fichier légitime, ils peuvent toujours contacter le CERT pour avoir un feedback et avoir des détails complémentaires. L'idée, c'est vraiment, on aura des faux positifs, c'est clair, ça va pas être t'es sûr à 100% que c'est malveillant, mais on va plutôt essayer d'aller vers la direction où on se dit, ok, le fichier, il a des trucs qui sont douteux dedans, tout ce qui est les macros, tout ce qui est y compris par exemple les liens dans les PDF, vont être marqués comme peut-être vous voulez faire gaffe et pas forcément cliquer sur tous les liens qui sont dedans. C'est vraiment on aura des faux positifs, mais comme l'utilisateur n'est pas forcément très au courant de ce qu'il reçoit, on garde la chose aussi simple que possible à ce niveau-là. Donc ouais, on aura des faux positifs, mais on essaie d'éviter les faux négatifs principalement. D'accord. Donc à partir du moment où un document a une macro, par exemple, vous considérez qu'il est malveillant. Ouais. Exactement. J'ai une anecdote sur ça, ça peut être même un peu amusant pour les auditeurs. J'ai récemment reçu un document Excel d'une société de sécurité bien connue qui nous demande de faire une security review
pour un autre fournisseur pour voir si on peut être un CERT accrédité. Et c'est un document Excel. Déjà, c'est bien pour faire une security review. Et par curiosité, je l'ai uploadé dans Pandora. Et le document contenait pas de macros, mais juste des liens externes que Pandora a montrés. Et les liens externes, c'était en fait tous les liens externes des entreprises précédentes qui ont été clients de ce fournisseur de sécurité, avec chaque fois les liens avec les différents noms de clients. Que j'ai envoyé à la société à dire c'est super cool comme service. Ils n'avaient aucun moyen de le faire. Mais en effet, comme Raphaël le dit, on essaye d'office, dès quelque chose d'étrange, par exemple un lien externe, un lien SMB qui pointe sur un fichier, ça le met en rouge, tout simplement parce que ça va chercher une ressource externe. On ne sait pas ce que c'est la ressource externe. Maintenant, la pratique veut justement que de temps en temps, les documents sont tout à fait légitimes, mais contiennent des choses qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, que ce soit dans les métadonnées, dans les file actions ou dans les external links, qui donnent d'office, mais il y a l'information qui est là, et les gens peuvent prendre une décision. Mais c'est pour ça qu'en effet, on considère tout ce qui est payload actif comme étant suspicieux. C'est aussi un des cas qu'on a apprécié dans Pandora dès le démarrage. C'est-à-dire que les utilisateurs sont sensibilisés. C'est-à-dire que déjà, ils ont le réflexe, on prend la pièce jointe, on le met dans Pandora. Il y a un lien qui part vers l'extérieur. Ils ne sont pas en capacité à l'analyser. Ils remontent après au CERT ou au SOC, suivant les entités où ils sont. Et ils vont dire, voilà, j'ai tel fichier qui détonne sous Pandora. Est-ce qu'il est légitime ou pas? Est-ce qu'il a une charge malveillante? Donc, il y a un double contrôle qui est... Après, il y a le contrôle qui est manuel. Et il y a vraiment très peu de faux positifs. Les utilisateurs se sont sensibilisés à cette partie-là. Mais ça peut fonctionner, en on-premise, c'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple d'une grande banque, on peut l'installer à l'intérieur du réseau de la grande banque, comme ça, les documents sortent jamais. Quel que soit le niveau de l'entreprise, tu l'installes, il faut juste un serveur sous Linux et puis ça roule. C'est assez facile à installer. La documentation est plus ou moins à jour. La release officielle de la version 1.0 avec la documentation est prévue dans les prochaines semaines, donc normalement au mois de juin 2022. À la fin juin. Fin juin, la release officielle 1.0 sera là. Mais nous, on l'utilise déjà en production et en effet, il peut formater on-premise. Vous avez un serveur, un VPS, quoi que ce soit, vous pouvez le tourner dessus sans aucun problème. C'est pas une techno super complexe. C'est juste plein de composants. Mais ça facilite en fait l'utilisation de composants externes, etc. Donc c'est vraiment, si vous avez un use case dans une entreprise pour pouvoir analyser des documents et aider vos utilisateurs, vous pouvez l'installer. C'est assez facile à installer et vous avez votre propre système. Il n'y a rien qui part vers l'extérieur, si ce n'est le contrôle des haches. Il y a un truc à garder en tête quand même, c'est qu'on fait du parsing de fichiers aléatoires. C'est bien d'avoir sur un VPS qui soit dans un coin, qui n'ait pas de connexion à vos entités internes, parce que je veux dire, on ouvre des documents Office, on les balance dans du Holy Dump. Je partirais pas du principe que c'est foolproof. S'il y a des trucs malveillants qui peuvent exploiter du parsing, ça va être un souci. Mais bon, voilà, c'est juste à garder en tête. On parse des fichiers qui viennent de n'importe où, donc. Les risques sont là. Néanmoins, si vous avez une machine comme ça, c'est ça un peu l'utilité. C'est comme le disait Marc-Frédéric avant, c'est vraiment une zone tampon. C'est-à-dire que si ce service-là se fait compromettre, au moins c'est pas sur le desktop à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est surtout ça qui est important. Et en dehors des solutions commerciales, il n'existait aucun logiciel libre pour faire la même chose. C'est pour ça que vous l'avez fait. Alors, il y a des solutions qui sont techniques, qui sont vraiment dédiées pour les analystes. Je vais en citer une parce que je l'aime vraiment bien, elle fonctionne bien, c'est MWDB du CERT polonais, qui est vraiment un outil d'analyse des PE, etc., qui vous donnera une super extraction des sections, va désassembler certaines parties, va aussi voir s'il y a de l'obfuscation et ce genre de choses, mais le résultat en lui-même est intéressant pour un reverser, mais pour un utilisateur final, c'est très difficile. Donc vraiment, la solution est orientée sur la facilité de résultat pour l'utilisateur pour pouvoir prendre une décision rapidement. Alors quand même, tu te reposes sur le fait que l'utilisateur va uploader son fichier dans Pandora, ce qui peut pas nécessairement être fait tout le temps. Est-ce que vous avez envisagé de le mettre dans l'infrastructure mail pour que ce contrôle soit réalisé en amont et soit fait automatiquement ? Alors, dans notre cadre à nous, on a déjà des box de filtrage. On a des sandbox qui existent déjà.
c'est un élément complémentaire et on n'a pas du tout prévu de le mettre en boîte offusquée. C'est pas du tout dans le schéma d'architecture. Alors, niveau nous, dans le développement peut-être que ça sera une release 2.0 ou 3.0, mais c'est pas du tout c'est pas la logique du produit. Nous, la logique du produit, c'est un utilisateur a un doute, et un des cas concrets, c'est simple. Vous avez un fournisseur qui se fait chier, qui a un ransomware, vous décidez de couper les flux avec ce fournisseur, il a besoin de vous envoyer des éléments, des pièces jointes, il vous les envoie via une boîte aux lettres. Nous, on passe par des boîtes aux lettres sécurisées qui sont dehors du réseau, etc. On le met dans Pandora, Pandora donne son feu vert, on distribue à l'utilisateur. En fait, on a des extensions qui sont prévues pour d'autres use cases. Il y en a principalement, il y a le fait qu'il y a un API qui est exposé, qui peut être utilisé par des systèmes de façon automatique. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un plugin pour aller avoir un gateway transparent de Milter ou autre dans SendMail ou ce genre de choses, techniquement c'est faisable. Pour l'instant, on n'a pas vraiment documenté cette partie-là. Néanmoins, Raphaël travaille sur une partie IMAP. Ça existe déjà, c'est-à-dire que donc il y a un module qui se connecte à un compte IMAP qui lit, qui va faire un pool régulier pour voir s'il y a de nouveaux messages qui arrivent dans la mailbox. Si un message qui arrive, il est récupéré, balancé dans Pandora, et l'utilisateur reçoit un lien permanent où il peut récupérer du coup l'analyse et voir ce qu'il en est au sujet du mail. Donc, l'analyse va prendre le mail en tant que tel, donc le body du mail, récupérer tout ce qui est lien, tout ce qui est lien vers le HTML classique, HTTP classique, et balancer les pièces jointes dans Pandora pour avoir un rapport. Donc, c'est possible de faire un forward de mail directement dans Pandora et d'avoir une réponse avec un lien permanent. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on utilise, nous, énormément sur des filiales qui sont situées en Asie. Plutôt que de se connecter sur les services Pandora qui sont hostés en Europe, elles envoient par mail. Et comme ça, ils ont les réponses. C'est un des usages courants de l'outil. Il y a une fonctionnalité qui est aussi assez intéressante dans Pandora. Si vous uploadez un fichier EML, donc un standard EML qui vient de votre mail user agent, vous l'uploadez dans Pandora, automatiquement Pandora va extraire le MIME, les attachments, etc. Et vous allez avoir toute la suite avec toutes les analyses. Et c'est la même chose avec les zip, les différents types d'archives. Par exemple, les ISO qui sont encore envoyés de temps en temps par certains types de campagnes. Il les extrait automatiquement et vous avez toute la chaîne. Donc vous avez l'ISO, puis après vous avez les fichiers attachés. Pandora, ça a déjà fait l'objet d'audits de sécurité, de revues, de choses comme ça, ou pas encore, et puis ça va être publié en libre? Alors, on l'a fait au niveau interne, c'est obligatoire. Dans un établissement financier, tu as ce qu'on appelle des contrôles permanents. Et l'inspection nous demande que tous les outils que le CERT met à disposition du groupe soient audités chaque année. Et ça passe par une société tierce. Et si c'est écrit en quoi? Moindre faille, on doit corriger sous peine de grosses fessées. Quand je me fais défoncer s'il y a une faille. Donc j'ai 30 jours pour corriger quoi qu'il arrive. Donc pour répondre à Hervé, c'est écrit en Python. En Python 3. Aussi une autre chose concernant tout ce qui est pentest et audit de sécurité. Donc ils sont tous dans la gamme de logiciels qu'on développe. Donc en fait, on a une politique assez ouverte sur tout ce qui est vulnérabilité, etc. Donc tous nos utilisateurs qui nous rapportent des vulnérabilités, ça tombe dans le Vulnerability Disclosure Process de Circle. Donc on assigne un CVE directement, on fixe, etc. On a cette politique où on doit fixer dans les 48 heures si on trouve une vulnérabilité. Si on trouve une vulnérabilité qui est critique et qui peut impacter des utilisateurs existants, on notifie les utilisateurs existants et puis après on fait une notification officielle et publique. Et c'est la même chose pour MIST, etc. Le code review de Pandora, à mon avis, c'est quelque chose qui va être régulier parce qu'on va rajouter des plugins, etc. Le problème qu'il y a pour le code review de Pandora, là je vais peut-être mettre un bémol, on est basé sur beaucoup de composants extérieurs. Je crois que Raphaël va en dire un peu plus, mais par exemple on utilise LibreOffice pour une partie de prévisualisation, etc., qui est un composant logiciel, on va dire, de taille significative et qui peut en effet avoir plusieurs vulnérabilités logicielles. Donc en effet,
auditer notre partie, c'est pas la partie la plus compliquée. Mais ce qui va être beaucoup plus compliqué à analyser, c'est les composants externes. Bon, un check sur VirusTotal qui check des hashes, ok, la sécurité de ça, c'est facile à auditer. Par contre, un composant qui se connecte sur l'UCO de LibreOffice, etc., bon courage. Donc la chose que j'essaie de faire pour tous ces composants externes-là, c'est d'avoir un moyen de les mettre à jour facilement. C'est-à-dire que il n'y a pas de magie noire, il n'y a rien de spécifique, c'est vraiment le composant par défaut que je peux mettre à jour rapidement. Si jamais il y a une vue dans LibreOffice, qu'on n'ait pas de surprise à ce niveau-là. Et pareil pour toutes les autres librairies Python qu'on utilise, si jamais il y a une vulnérabilité, pouvoir facilement mettre à jour tout le nécessaire et éviter les surprises. Et il y a combien de composants externes ? Alors attends, là, il y en a en fait, il y a beaucoup de dépendances. Là, j'ouvre les dépendances pour voir, mais donc en fait, il y a tout ce qui va être, donc il y a tout ce qui est les OLE, la partie décompression, les Z7, tout ce qui est Pillow pour générer les images, la gestion des PDF, donc extraction des PDF, génération des previews et compagnie. Il y a il y a comme ça, c'est vraiment des outils c'est beaucoup de parsing, vraiment des modules de parsing en Python, et puis des modules qui se connectent à des outils tiers, donc ce qui est MalwareDB, VirusTotal, du GeoSecurity. Enfin voilà, tout ce qui est HLOOKUP. Ouais, HLOOKUP. Nous, l'avantage, c'est qu'au niveau banque, on fait l'audit sur tous ces composants. C'est-à-dire que les pentesters, quand ils viennent, ils ont le fameux truc boîte blanche, boîte grise, boîte noire. Et en boîte blanche, ils ont toute la liste des composants. Ils essaient de récupérer toutes les CV possibles sur LibreOffice. Et ils vont faire les tests. Et après, à nous de trouver les solutions pour donc, voilà. éviter de se faire poney. Ouais. La partie LibreOffice, typiquement, le module headless LibreOffice, il active pas les macros, par exemple. Donc, ça au moins c'est limité déjà. Et là, le service on va dire que l'objectif aussi est de déporter le problème. Hein. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est d'éviter quand même que ça se termine sur le desktop, etc. Donc, le risque est là. C'est avec tous les composants logiciels. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on veut aller sur la partie auditing de code, etc. Ici, il y a un peu ce modèle que moi j'aime assez bien, c'est le vieux modèle de Vitesse-Venema sur Postfix, où on a des composants logiciels qui interagissent avec d'autres composants, mais que même si un des composants se comporte mal, se fait compromettre, etc., ça n'impacte pas le reste. Dans le design de Pandora, ça a aussi ce modèle, cette partie modulaire, ou si vraiment il y a une partie qui déconne complètement, en tout cas c'est logué, on sait plus ou moins comment ça se comporte, c'est pas un gros truc modulaire, en tout cas. Ça limite l'impact, mais bon, tout le monde travaille dans la sécurité. Là-dessus, on peut le dire que Raphaël a fait un super boulot, parce que nous on était partis sur quand même un gros truc, une bonne brique, et il a quand même bien décomposé tout en modules, et il y a une simplification depuis que c'est passé en open source qui était nécessaire. Et sur le service que NoCircle propose en mode SaaS, il est d'ores et déjà énormément utilisé par des gens qui n'ont pas peur de mettre leurs fichiers sur le service du Circle, ou il n'est pas encore très connu. En fait, on a fait, publiquement, on a annoncé le repo GitHub début de l'année. On est en bêta en tout cas. On l'a annoncé à certains de nos utilisateurs dans le secteur financier, par exemple au Luxembourg, qui peuvent l'utiliser. On commence à avoir pas mal de contributions, etc. Maintenant, c'est pas aussi connu par exemple qu'un autre service comme Lookiloo ou autre, où les gens soumettent des URL, mais on commence à avoir régulièrement des documents, etc. Maintenant, l'idée aussi, c'est que les gens installent leur infrastructure eux-mêmes. Pour ce genre de choses. Donc, en fait, notre infrastructure est là pour aider ceux qui n'ont pas pu l'installer, mais on conseille clairement aux organisations de l'installer eux-mêmes. Ah ben oui, moi je pensais aux PME. C'est quand même une bonne résilience, parce que regarde, tu as ton Pandora on-premise, ça arrive, tu as une maintenance et il est en panne, tu peux aller sur l'instance du Circle et tu peux soumettre tes fichiers, quoi. Et puis parfois, quand tu as des doutes sur l'analyse, tu te dis, tiens, est-ce que j'ai vraiment la dernière version de tel composant, tel module, etc. Ça t'arrive, tu te dis, tiens, je vais faire un petit test sur le Circle, que ce soit sur des outils comme Pandora ou Lookiloo, on compare parfois les résultats.
Mais ça nous rassure, sur Lucky Luke, vous êtes aussi blacklisté que nous. Ouais. Donc le service a du succès. Les pirates ont détecté nos IP de sortie. Oui, non, ça c'est... Tu peux expliquer de quoi il s'agit, Marc Fan? Sur Lucky Luke, tu as les analyses des URL. Tu reçois une URL, tu dis tiens, ça peut être un lien de phishing, ce genre de choses. Donc tu vas faire une analyse de l'URL, la décomposer, savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est vraiment, c'est top, c'est hyper graphique, c'est le côté fun de l'analyse au départ. Et t'as des campagnes de phishing, les gars, ils regardent qui c'est qui vient sur leur site. Et suivant les user agents, la façon de faire, de décomposer le truc, ils disent tiens, ça c'est un CERT qui est en train de venir, c'est une IP soit du Circle, soit du Crédit Agricole, soit du CERT de la Société Générale, etc. Et donc tu essaies de passer par des proxys, des box ADSL, etc. Et puis il y en a qui sont sur des plaques géographiques. Par exemple, tu reçois du phishing en Italie. Généralement, il faut que c'est pas un browser d'un PC, il faut que tu aies un browser Android pour voir le site de phishing apparaître. Et il doit te voir arriver par une IP italienne et pas par une IP française. Donc si derrière tu es un bon corporate avec du Orange, c'est mort, t'es raide cramé, quoi. Donc tu utilises des méthodes d'attaquant pour de la défense, quoi. C'est pas des méthodes d'attaquant. Tu essaies de savoir si on te propose du contenu malveillant à tes clients. Mais il a raison, en effet, parce que on peut en reparler, mais on va pas faire un sujet sur Lucky Luke aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de browser, de faire de l'instrumentation d'un navigateur, c'est très compliqué. Maintenant, Microsoft a un framework open source qui marche plutôt bien, que Raphaël a intégré récemment dans Lucky Luke. Mais ce qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est aussi proxy, simulation. Et donc, au final, on utilise en effet les mêmes techniques pour se dire, tiens, je veux pas être géolocalisé, je veux savoir quel user agent j'utilise, etc. Donc, sur Lucky Luke, il y a une tripotée de user agents différents, etc. Et par exemple, est-ce que je vais utiliser Tor pour sortir? Est-ce que je vais sortir par des proxys open proxy? Est-ce que j'ai acheté une liste d'open proxy gratuits? Voilà, petite recommandation, si vous avez un CERT et que vous voulez avoir des proxys gratuits, il y en a de très bons sur les forums sur Tor. Et puis, il y a aussi un avantage de tous ces outils, c'est que là, aujourd'hui, on fait une émission sur un outil en particulier, mais l'objectif, c'est d'avoir que ce soit un train complet d'outillage, mais qui s'imbrique. Parce que dans le cas de Pandora, ça va discuter avec Lucky Luke. Lucky Luke, on peut l'intégrer après dans MISP, et vous pouvez avoir toutes ces informations et le partager dans la communauté. Et vous faites le boulot qu'une seule fois. Vous n'êtes pas en train de vous dire bon, je commence sur Pandora, je dois aller après sur Lucky Luke, puis après je dois aller sur MISP. Non, tout ça s'intègre. Et c'est un clicodrome géant, c'est génial, quoi. C'est vraiment l'idée de tous ces outils-là, c'est vraiment ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit installable de manière modulaire, où on peut avoir différentes personnes qui utilisent différents trucs. Ils peuvent les connecter les uns avec les autres sans devoir réinventer la roue à chaque fois. C'est maintenu, facile à mettre à jour, facile à installer. Et c'est pas quelque chose de centralisé dans le cloud quelque part où il faut faut gérer des comptes, faut savoir qui a accès à quoi. Enfin bon, c'est voilà quelque chose qui soit en interne, qu'on puisse facilement connecter le tout ensemble et au final ça coûte rien, quoi. Un peu de temps quand même. Oui. Et juste pour ma gouverne, les gens n'utilisent pas Selenium pour faire des tests web, enfin d'instrumentation de browser. Alors, on utilise Playwright maintenant. Et Playwright, c'est magique. J'ai passé, ça fait 3 semaines que je suis dessus, donc j'ai beaucoup joué avec. Mais ça instrumente Firefox, Chrome, directement WebKit. Il y a des modules pour se faire passer pour Edge, Safari, enfin la totale. Et ça instrumente tout le browser, on peut cliquer et tout. En fait, normalement, c'est développé pour faire des tests de sites, vraiment tester des sites, faire des tests d'intégration sur des sites. Voilà quoi, donc on peut cliquer à droite à gauche, bouger la souris et tout. On peut autoriser des permissions, ouais. Et ça bouffe aucune ressource. Ouais. Et c'est vraiment un vrai navigateur. Ça ouvre vraiment un navigateur complet, complètement instrumenté. Et du coup, c'est vachement plus proche de la réalité par rapport à ce qu'on utilisait avant. On a un vrai navigateur. La seule différence, c'est qu'il est démarré en mode headless, et ça, il faudra que je bricole un peu dessus, parce que c'est détectable par les sites, mais ça reste vachement plus proche que ce qu'on avait avant, et c'est vraiment, pour l'immense majorité des sites, c'est comme si quelqu'un naviguait et se baladait sur un site avec un vrai navigateur. Et tout à l'heure, vous avez parlé de dire il faut tourner sur un VPS, il faut auditer le code, etc.
il me semble que en matière de sécurité aussi, quand on tourne des codes qu'on maîtrise pas, une des solutions, c'est de les faire tourner dans une sandbox. Je pense à FireJail, ce genre de choses. C'est quelque chose que vous avez étudié ou est-ce que vous avez une couche de défense en profondeur dans l'architecture du logiciel? Pas actuellement. Actuellement, mon approche serait de dire, OK, on a la machine, on a le code qui tourne sur un VPS quelque part. Le VPS, il est assumé étant potentiellement compromis. Le truc, c'est comme on parse plein de fichiers, il y a du AppArmor, par exemple. Typiquement, ce qui tourne pour Pandora, j'ai AppArmor qui tourne pour LibreOffice. C'est toujours quelque chose. Le problème, c'est que toutes ces sandbox et compagnie, à quel moment on sait qu'elles ne se sont pas fait popper et qu'est-ce qu'on essaie de vérifier avec? Parce qu'au final, on ouvre quand même des fichiers, on doit quand même parser des fichiers quelque part. Qu'est-ce que ces sandbox vont autoriser, bloquer, ainsi de suite. On pourrait jeter un œil et voir comment ça se présente, mais l'assumption actuellement, c'est vraiment de se dire, OK, le code parse du fichier sans contrôle particulier, assumer que le VPS sur lequel votre code tourne, il peut être compromis. Oui, mais c'est quand même une hypothèse. En fait, ce que les sandbox t'offrent, c'est elles te protègent contre la persistance. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas lancer LibreOffice sur un fichier malveillant, du code va s'exécuter, mais déjà, les sandbox sont configurables, elles ont toutes des policies, donc tu vas dire, j'autorise le réseau, j'autorise pas le réseau. Et ensuite, si jamais ce qui s'exécute sur ton VPS, en supposant que c'est une instance de cloud, par exemple, s'il a accès au serveur de métadonnées, il peut... il y a des scénarios dans lesquels il peut élever ses privilèges ou assurer la persistance via des scripts de démarrage, des choses comme ça, quoi. Donc, ce que t'assure la sandbox, c'est que ton logiciel, par exemple, va pas avoir d'accès réseau, indépendamment de la configuration que t'as faite au niveau du système d'exploitation. Ouais. Disons que effectivement il y a un impact sur les performances, mais qui est pas dégueu. Enfin, on va dire allez 5-10%, quoi. Par contre, il y a aucun autre argument contre les sandbox aujourd'hui en termes de sécurité. Enfin, c'est ce qu'utilise Chrome, c'est ce qu'utilise plein de logiciels. Peut-être le seul argument qui pourrait être applicable, c'est le déploiement, etc. Donc, comme disait Raphaël, être sûr d'avoir la bonne policy pour que ça passe ou la stratégie qu'on avait sur ça, et bon, maintenant, ça c'est une stratégie qui dépend un peu de ceux qui déploient un Pandora, c'est de se dire que par défaut, le système est compromis. Rien n'empêche de le reimager régulièrement. Par exemple, de redémarrer Pandora et de reimager, ça coûte quasi rien. Donc, on pourrait aussi... Tu fais tourner là, dans des cas dont on a des instances Pandora qui tournent sur des Proxmox. On fait un snapshot à l'origine. Voilà. Tous les soirs, on efface. Oui, mais si tu le fais tourner sur une instance de cloud, tu peux requêter le serveur de métadonnées, récupérer un jeton d'authentification, et après, t'as beau reimager tout ce que tu veux, tu as quand même un token d'authentification, enfin un JWT ou quelque chose comme ça, qui est valable au moins 1 heure. Donc, ce qui est en effet un bon argument, et peut-être que la recommandation qu'on devrait avoir sur le déploiement, c'est peut-être d'éviter du cloud intégré, d'avoir un truc qui soit, si vous avez des containers LXC ou genre de choses, ok, à la limite. Mais en effet, si c'est vraiment intégré dans des trucs cloud, il faut peut-être voir sur du bare metal ou genre de choses, se dire, voilà, si donc, l'hyperviseur ou d'autres trucs sont compromis. La machine sur laquelle Pandora tourne ne devrait pas avoir accès à des trucs internes. Ça doit être... Ouais. Voilà. Parce que sinon il y a des surprises, quoi. Ouais. Si tu prends le cas... Ça dépend ce que tu appelles interne. Alors, on va le faire. C'est pas simple. Nous, c'est pas du tout sur le réseau corporate. Voilà, on le fait simple. Là, il faut pour nos auditeurs le comprennent bien, on est sur un réseau physique séparé du corporate. Mais si tu le fais tourner sur une instance cloud, ton instance cloud, elle a accès aux API cloud, puisqu'elle a besoin d'accéder à ces API pour pouvoir être managée, récupérer ses scripts de démarrage et ces choses-là. Et à partir du moment où tu exposes l'accès aux API, potentiellement, plein de choses peuvent arriver. Oui, exactement. C'est pour ça que dans les déploiements, il faut peut-être éviter justement de faire des déploiements sur les trucs qui sont intégrés dans du truc cloud. En effet, c'est un très très bon point. On pourrait le mettre dans la doc, ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez assumé, j'ai pas souvenir que vous l'ayez dit, mais c'est du Python. Mm-hmm. Oui. Et en fait, suivant les langages, tu peux aussi avoir des configurations plus ou moins restrictives. Alors je sais que Java ne supporte plus le Security Manager dans les versions récentes. De la même manière, il me semble que .NET a aussi laissé tomber les histoires de Security Manager. Mais en Python, tu as
quand même pas des masses d'options. Enfin, tu n'as pas autant de flags de hardening ou de choses comme ça que tu aurais si tu compilais du C++. En Python, tu lances ton code et voilà, c'est YOLO, quoi. C'est le risque, en effet. Il me semble pas, je veux dire, qu'il y ait de flags à passer en ligne de commande à l'interpréteur Python qui permettent éventuellement de dire à l'interpréteur, par exemple, tu tournes en mode headless, tu n'as pas accès au système de fichiers ou tu peux pas remonter en dehors de ce répertoire, quoi. Chose que parfois tu peux faire dans d'autres langages qui ont un security manager. Oui, ou certains langages où, par exemple, tu peux dire s'il y a du tainting sur les variables extérieures, ce genre de choses, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Python. Mais c'est le cas dans beaucoup de langages. Maintenant, la question, ici, honnêtement, pour l'utilisation et le use case qui est mentionné, j'aurais tendance à dire, mettez-le sur une infrastructure dédiée qui si elle se fait compromettre, ben voilà, c'est le risque, quoi. Mais bon, c'est un très bon point. Et quelles sont les fonctionnalités intéressantes que vous souhaitez développer dans les mois à venir ? La partie intégration, je dirais. Donc bon, là, on finit d'intégrer tout ce qui était existant dans la version interne CertCA avant. Donc là, d'ici à la fin du mois, à la fin juin, il y aura la partie statistique qui va être implémentée, plus du debug. Mais après, on va faire la partie intégration avec d'autres outils. Donc tout ce qui va être MISP, tout ce qui va être Looky-Loo. Donc vraiment la partie, on prend des indicateurs de Pandora et on les pousse de manière à la main, quoi, enfin individuellement au cas par cas, en fonction de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut faire avec. On prend les données, on les pousse vers d'autres outils. Donc ça, ce sera vraiment dans les prochaines releases, dans le courant de l'année. Et puis rajouter d'autres modules, donc avoir la partie APK et voir quel genre d'autres fichiers on veut pouvoir traiter. Et quel genre d'indicateur on va extraire des fichiers pour pouvoir marquer en légitime, malveillant les fichiers qui sont uploadés. Autre chose qu'on voudrait rajouter dans les prochaines versions, c'est le pipelining des fichiers qu'on reçoit. Donc pour les entreprises qui ont déjà en fait un pipeline d'analyse de documents, etc., c'est de mettre des connecteurs vers du PubSub, que ce soit du Kafka ou du ZeroMQ et autres, directement dans Pandora. Donc chaque fois que les gens utilisent Pandora en interne, ils peuvent le streamer vers leur modèle existant. Et certaines grosses entreprises ont déjà ça, qui utilisent déjà ce modèle de streaming pour leur pipelining de sécurité et faire l'analyse. Donc, c'est des extensions qu'on voudrait faire. Et le streaming serait vraisemblablement avec du format MISP Object, parce que c'est facile, c'est standard et tout. Donc on peut directement générer des objets format MISP depuis Pandora pour pouvoir les pousser vers n'importe quoi qui gère du MISP, quoi. Ça, c'est vraiment important pour nous de standardiser en fait tout le pipeline sur des formats connus, parce que l'intégration, donc on a parlé de MISP, on a parlé de l'intégration qui va être dans Looky-Loo, mais il y aura d'autres intégrations sur d'autres logiciels. Par exemple, on a récemment discuté avec le CERT polonais, parce que eux sont aussi intéressés d'avoir ce genre de modèle pour pouvoir feeder leur malware database. Là, c'est un modèle où là justement ils autorisent le partage. Bon, c'est une fonctionnalité à ajouter dans Pandora, mais ça permet en fait d'avoir d'autres logiciels qui sont facilement connectables et d'avoir des streams et d'avoir des data streams qui sont connectables entre les deux. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut standardiser. Un autre qui est aussi prévu, c'est dans le sens inverse, de soumettre. Ici, dans ce cas-ci, ça sera via Hail. Et donc le projet est open source. Est-ce que vous acceptez les contributions externes ? Absolument, oui, les contributions avec plaisir. Que ce soit des modules, des patch, des fixes, enfin tout, simplement des gens qui ont des questions, ouvrir des issues, des nouvelles fonctionnalités et compagnie. On accepte toutes les contributions de tout le monde. Et sur ça, je voudrais ajouter quelque chose au niveau des contributions. On a un modèle qui est ce qu'on appelle DCO, donc on ne dépend pas de CLA, donc ça veut dire qu'on ne signe pas d'accord si vous contribuez. Donc vous restez propriétaire de votre code et vous êtes co-auteur du logiciel, pour sécuriser en fait le logiciel sous une licence libre. Donc ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que les contributeurs ne cèdent pas leurs droits, soit à nous, à Circle ou autre, mais en fait, ils les gardent, ce qui permet en fait de verrouiller la licence libre pour le logiciel. Vous le savez, pour le noyau Linux, c'est fait depuis des années. Ça marche plutôt bien parce qu'il faut l'accord de tous les contributeurs. Et donc, on cherche même des contributeurs pour s'assurer que le logiciel reste libre sur le long terme. Et est-ce que vous fail open ? Alors, je sais pas comment on traduit ça en français, mais
il y a une bonne partie des documents Office qui viennent avec un mot de passe dans le mail, qui disent voilà, pour ouvrir ce document, utilisez tel mot de passe. Est-ce que si vous n'arrivez pas à ouvrir le document parce que vous n'avez pas le mot de passe, est-ce que vous dites vert ou rouge? Actuellement, on met en rouge. Actuellement, quand on n'arrive pas à générer les previews, on les marque en rouge. À terme, on a déjà l'option d'avoir d'essayer des mots de passe, donc une liste de mots de passe par défaut qu'on teste contre les fichiers qui demandent un mot de passe. Donc bon, voilà quoi. Si le mot de passe est infecté, automatiquement ça va être extrait. À terme, on peut rajouter une fonctionnalité où quand on a un mail, ça va être plus compliqué. Normalement, l'utilisateur il est censé connaître le mot de passe, donc vous pourriez proposer un formulaire qui propose le mot de passe. Oui, absolument. Ça va être aussi l'autre option, c'est d'avoir sur la page de soumission, pouvoir ajouter un mot de passe et dire dézippe-moi ouvre ce fichier-là avec le mot de passe. Donc ça, on va faire ça comme ça. C'est aussi dans les nouvelles fonctionnalités. Mais pour tout ce qui est email, on peut avoir au moment du forward du mail, on peut tester, voir si le fichier en a besoin, et ensuite extraire tous les mots du mail et tester. Ok, est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres choses ou vous souhaitez apporter le mot de la fin? Bon, on peut dire ce qui est assez intéressant avec Pandora. Ici, c'est le modèle un peu de développement. C'est un logiciel qui existait et merci un peu au CERF du Crédit Agricole d'avoir fait ça parce qu'au départ, c'est un peu une expérience. D'habitude, on démarre depuis le départ un logiciel open source. Ici, c'est plutôt, il y a un logiciel existant, il y a un partenariat entre plusieurs organisations qui comprennent que en fait, c'est un intérêt de travailler sur un logiciel libre et de pouvoir le libérer. Alors, peut-être mon mot de fin, ou en tout cas de conclusion, c'est si peut-être dans les entreprises ici qui nous écoutent, soit au Luxembourg, en Belgique, en France ou dans les pays francophones, qui tournent du logiciel en interne, évaluer peut-être la possibilité de le mettre en logiciel libre. Ça peut être une occasion de refaire du code review, de le republier, de le remettre à jour, de faire du refactoring par exemple, et après de pouvoir avoir une communauté de gens qui l'utilisent. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de perles et de pépites qui existent dans pas mal d'entreprises qui mériteraient d'être libérées en tout cas. Et oui, juste là, pour passer là-dessus rapidement, passer un code existant closed source à l'open source va beaucoup plus vite que réimplémenter depuis zéro. Là, je veux dire, les 6 mois que ça prend pour passer donc le code existant à une version open source, ça aurait pris facilement un an et demi en partant de zéro et en sachant où on veut aller. Donc là, c'est quand même vachement pratique de partir de quelque chose. Donc même si c'est un outil qui est développé en interne, qui a mis 5-10 ans à être développé en interne, c'est pas 5-10 ans pour le passer open source après, même si ça implique un refactoring complet. C'est quand même à garder en tête, quoi. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le produit, il a tourné 7 ans avant qu'on se dise on va le passer en open source. Donc voilà, pour arriver à vraiment besoin accepté, compris par les utilisateurs, parce que ça sert à rien de développer du logiciel s'il n'y a pas d'utilisateur derrière. C'est vraiment c'est ce qu'on a pu voir nous au début quand on était parti. C'était comment on évite que sur VirusTotal se retrouvent des fichiers complets. C'était la problématique de base, et au fur et à mesure, on a enrichi parce que les utilisateurs nous ont dit on apprécierait d'avoir des analyses sur différents antivirus, etc. Et au bout de 7 ans, vous arrivez à un niveau de maturité que c'était hyper sympa de passer du closed source à l'open source, quoi. Et ça marchait vraiment bien, qui est hyper importante. C'est vraiment le côté, c'est de la critique positive. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, vous êtes enfermé dans une certaine mécanique, comment vous faites votre patch management, etc. Et là, vous arrivez, vous avez une nouvelle vision, vous avez des échanges entre développeurs. Et c'est vrai que entre équipes de réponse à incident, quand c'est des reverseurs qui se parlent entre eux, c'est tendu, quoi. Ils ont des problèmes d'ego, ces garçons. Donc c'est de savoir celui-là qui a l'idée la plus complexe pour bien faire voir à l'autre, tu vois que t'es mauvais. Et là, vous sortez des pépites, les gars, c'est un pur bonheur, quoi. Pour moi, c'est compliqué de suivre toutes les soumissions. Mais j'arrive encore. Mais finalement, ce logiciel, il représente combien d'années-hommes de développement? Un certain nombre. Un nombre certain, visiblement. Non, tu comptes un développeur à plein temps pendant 5 ans.
5 années. Tu fais pas que de la maintenance, tu fais pas que de l'écriture de code. Tu as la partie où tu pars de l'idée, tu as tout ce que la partie conception, la première version, tu as le retour des utilisateurs. Donc tu as plusieurs mois où t'as pas de tu fais juste des corrections minimes. Puis à partir de là, tu dis bon tiens, on repart sur une nouvelle version. Et à chaque fois qu'on a monté d'une version, on partait sur 6 mois de développement en interne à temps plein, quoi. Ok. Alexandre, Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.